Bonjour et bienvenue dans ce nouveau décryptage. Aujourd'hui, on va se plonger dans un document source vraiment fascinant, un manifeste ultra personnel et, disons-le, assez radical. Ça taille un costard au monde du travail moderne et au système en place. Attention, le but ici n'est absolument pas de prendre parti. On va plutôt jouer les sociologues et analyser froidement la façon dont cet auteur articule et construit sa colère. Et croyez-moi, entre l'étymologie, la philo et son propre vécu, ça bouscule pas mal notre vision du boulot. Alors, pour structurer un peu tout ça, voici notre plan de route. D'abord, l'origine cachée des mots, puis la traduction toute personnelle de l'auteur. Ensuite, on fera un parallèle choc avec l'esclavage avant d'aborder le paradoxe de l'expertise et on finira en beauté sur la fameuse question du salaire minimum. Bref, on va partir de la linguistique pure pour arriver à une critique sociale à vif. On y va? Dès la toute première page de ce manifeste, bim, la couleur est annoncée. On n'est pas du tout sur un texte neutre ou académique, loin de là. L'auteur écrit avec ses tripes et s'attaque d'entrée de jeu au cliché selon lequel on aurait, je cite, juste une mauvaise image du travail. C'est assumé, c'est hyper subjectif et c'est clairement écrit pour secouer son auditoire. Première grande étape, l'origine cachée des mots. Et c'est là que l'argumentaire devient hyper intéressant. Plutôt que de taper bêtement sur l'économie moderne, le texte fait un grand bond dans le passé. Il va fouiller dans les racines historiques, parfois super glauques, de notre vocabulaire de tous les jours pour asseoir sa critique. Regardons le mot travail, par exemple. Le document nous rappelle une chose dingue. Ça vient du bas latin tripalium. Et attention, le tripalium, ce n'était pas un outil de jardinage sympa. C'était littéralement un instrument de torture à trois pieux, fait pour immobiliser et faire souffrir les esclaves. Donc, à la base, selon cette étymologie mise en avant, travailler, c'est directement lié à la douleur physique, à la contrainte. On est à des années-lumière du concept d'épanouissement personnel, non? Et l'auteur applique exactement la même mécanique implacable au mot salaire. Ça vient du latin salarium, donc du sel. À l'époque antique, le sel, c'était la base absolue pour conserver la nourriture et donc pour ne pas mourir. Le manifeste insiste lourdement là-dessus. Historiquement, le salaire, ce n'est pas une belle récompense parce qu'on a bien bossé. C'est juste la ration de survie. C'est ce qu'il faut pour maintenir la chair en l'état. Point barre. Ce qui nous amène à la partie 2, la traduction de l'auteur, ou plutôt sa synthèse, assez féroce. L'idée, c'est de prendre une expression qu'on entend tous les jours et de la passer à la moulinette de ces fameuses racines étymologiques. Et le résultat, waouh, c'est percutant. Prenons le fameux proverbe « tout travail mérite salaire ». Eh bien, traduit par l'auteur avec ses racines antiques, ça donne ça. Le peuple mis au supplice pour recevoir une part permettant de préserver sa vie. C'est un sacré uppercut. De simples définitions de dictionnaire se transforment en une critique sociopolitique ultra-viscérale. En gros, l'auteur se décrit comme coincé dans un système qui ne veut pas le faire briller, mais juste le garder tout juste en vie pour qu'il continue à trimer. Et forcément, toute cette réflexion linguistique débouche sur une énorme frustration existentielle. L'auteur pose la question. Si bosser ne sert qu'à repousser la mort en échange d'une forme de supplice, pourquoi la société exige-t-elle une productivité constante ? Pour qui on fait tout ça au final ? C'est une vraie remise en question du consentement. Est-on vraiment obligé de se soumettre à ces règles ? Troisième point, l'employé face à l'esclavage. Et là, attention, le texte fait un virage rhétorique extrêmement serré. On bascule sur une comparaison pure et dure entre l'esclavage antique et le salariat d'aujourd'hui. En retournant au document source, on voit que l'auteur décortique vraiment la définition juridique et historique de l'esclave. Il liste les critères de base, le fait d'être considéré comme un objet, la privation de liberté, le travail forcé et surtout, cette dépendance totale envers un maître qui a le pouvoir de punir. C'est posé de manière très factuelle, comme une fondation, avant de lancer la vraie bombe de son argumentaire. Et la bombe, c'est cette juxtaposition. D'un côté, on a la servitude historique, la soumission à un maître par la violence physique. De l'autre, l'emploi moderne, la soumission à un patron par la violence psychologique. En changeant à peine 2 ou 3 mots dans la définition stricte de l'esclave, l'auteur décrit sa propre réalité quotidienne. C'est une pirouette linguistique très habile pour affirmer que le management moderne, au fond, ce n'est que l'évolution civilisée de l'oppression d'autrefois. Et l'auteur croit tellement à ce parallèle qu'il propose même un petit exercice mental. Un questionnaire taillé sur mesure pour des milliers de travailleurs précaires. Et les questions ne font pas dans la dentelle. Le patron est-il un psychopathe ? Mes efforts sont-ils récompensés ? Avec ce genre de questions fermées, où on doit juste répondre par vrai ou faux, le but est clair. Il s'agit de valider objectivement un sentiment profond et collectif d'aliénation au travail. On arrive à la 4e partie, le paradoxe de l'expertise. C'est là que le texte change d'angle. Pour bien cerner d'où vient toute cette colère, il faut absolument comprendre le profil de la personne qui écrit.
Ce n'est pas du tout le coup de gueule d'un novice qui vient de débarquer sur le marché du travail. Pas du tout. En réalité, l'auteur a un CV logistique long comme le bras. On parle d'une expertise technique de haut vol. Ça conduit des chariots élévateurs dans tous les sens, ça maîtrise des engins qui montent jusqu'à 9 mètres de haut, ça encaisse des journées en chambre froide à moins 26 degrés, et en plus de ça, il faut former les petits nouveaux tout en optimisant les espaces de stockage. Bref, un engagement physique et mental total. Et ce CV en béton armé, c'est précisément ce qui rend la suite si révoltante à ses yeux. Ce qui nous mène à notre cinquième et dernière partie, le salaire minimum en question. L'effort maximum pour une récompense minimum. C'est ici que le gouffre entre ses super compétences et sa fiche de paie le fait complètement exploser. Sur la dernière page du document, on sent vraiment l'exaspération à son comble. Le fait d'abattre un travail colossal avec des années d'expérience dans les bras pour finalement en être payé qu'au lance-pierre, ce n'est plus perçu comme une étape normale dans une carrière. C'est vu comme une exploitation pure et simple. Le manifeste va même jusqu'à utiliser les termes de violation des droits de l'homme. On est vraiment au pic émotionnel du texte. Et avec une grande cohérence, l'auteur dégaine à nouveau son arme favorite, l'étymologie. Cette fois pour le mot minimum. Du latin parvus, petit, on arrive à minimus, le plus petit. Le minimum, ce n'est pas un petit quelque chose, c'est l'atome, la toute plus petite quantité envisageable. Alors, quand on plaque ce concept sur le salaire d'un expert, philosophiquement, pour l'auteur, c'est comme si on dévaluait complètement son humanité. On le réduit au néant. La vraie claque, elle vient de cette comparaison sans appel. Imaginons la scène. D'un côté, un étudiant de 18 ans qui n'a absolument aucune base en logistique, et de l'autre, l'auteur, un professionnel ultra diplômé dans son domaine, capable d'affronter des froids polaires et de gérer des entrepôts entiers. Eh bien, la réalité froide du marché du travail pointée ici, c'est que la différence de paie entre ces deux-là est de zéro. Nada. Ils sont tous les deux évalués sur cette fameuse plus petite quantité possible, le salaire minimum. Ce qui nous laisse sur la provocation finale du manifeste. À quoi bon? Pourquoi offrir toute cette richesse d'expérience, d'énergie et de savoir-faire à un système qui vous rémunère avec l'équivalent antique d'une ration de survie? Pourquoi s'investir autant si tout cela efface totalement la différence entre un expert et un novice absolu? C'est une sacrée question qui reste en suspens. Elle synthétise parfaitement cette critique radicale qu'on vient d'explorer. Et franchement, ça donne vraiment matière à réfléchir sur la façon dont notre société valorise ou non l'engagement de ses travailleurs.